Israël, le 5 juin 1967. Il est exactement 7h14 du matin. Dans des hangars de la base aérienne de Hatzor, les mécaniciens ont travaillé toute la nuit. Les moteurs sont chauds, les systèmes vérifiés, les pilotes déjà installés dans leur cockpit. Le désert est encore silencieux. Le ciel est d'un bleu profond, presque irréel pour un matin qui va changer l'histoire du Moyen-Orient. Puis, dans un rugissement sourd qui fait vibrer le sol, les premiers appareils s'élancent sur la piste. Un par un, ils décollent dans l'aube naissante. Leurs silhouettes sont immédiatement reconnaissables. Des ailes en delta parfaite, un fuselage effilé comme une lame, une ligne aussi pure qu'agressive. Ce sont des Mirage 3. Et dans les 6 heures qui vont suivre, ils vont détruire au sol plus de 300 avions ennemis, réécrire les règles du combat aérien et faire entrer un avion français dans la légende mondiale. Mais pour comprendre comment un chasseur conçu dans les ateliers de Bordeaux-Mérignac a pu devenir l'une des machines de guerre les plus redoutées de la seconde moitié du 20e siècle, il faut remonter plus de 10 ans en arrière. Il faut revenir à une époque où personne, ou presque, ne croyait à ce projet, où les ingénieurs qu'il portait étaient considérés par certains comme des idéalistes dangereux, où l'avion lui-même faillit ne jamais voir le jour. Il y a quelque chose d'étrange dans la naissance du Mirage 3, une contradiction que l'histoire a souvent tendance à effacer, parce que la réussite finale est si éclatante qu'elle fait oublier les doutes du début. Dans les premières années de la guerre froide, la France cherche à reconstruire son industrie aéronautique. La Seconde Guerre mondiale a laissé des cicatrices profondes. Les usines sont partiellement détruites, les ingénieurs dispersés, la confiance en soi ébranlée. Et pourtant, c'est précisément dans ce contexte de fragilité que Marcel Dassault, ancien déporté, industriel visionnaire, décide de parier sur l'avenir. Il veut construire un chasseur supersonique. Pas un avion qui frôle la vitesse du son, non. Un appareil capable de franchir Mach 2, 2 fois la vitesse du son, en toutes circonstances. La commande initiale de l'armée de l'air française est pourtant modeste, presque décourageante. En 1954, le ministère lance un appel d'offres pour un chasseur léger de défense aérienne. Léger signifie ici moins de 5 tonnes, une contrainte sévère qui limite considérablement les ambitions techniques. Les ingénieurs de Dassault répondent avec un premier prototype, le Mirage 1, un appareil minuscule propulsé par 2 petits réacteurs. Les résultats sont décevants. Les performances restent trop limitées. L'avion manque de puissance, de capacité d'emport, d'autonomie. Plusieurs officiers de l'armée de l'air estiment que le programme n'a pas d'avenir. Ce que personne n'avait prévu, c'est que Marcel Dassault et son équipe allaient refuser d'en rester là. La véritable transformation allait venir d'une décision audacieuse, presque contre-intuitive. Plutôt que de corriger légèrement le Mirage 1, l'équipe de conception décide de tout repenser. Elle abandonne le cahier des charges initiales sur la limitation de masse, elle ignore les critiques internes et elle repart de zéro avec une philosophie radicalement différente. Plus grand, plus puissant, plus ambitieux. À la tête du programme technique se trouve un homme dont l'histoire retient trop rarement le nom avec la place qu'il mérite. Robert Vallière, ingénieur en chef du projet, assisté d'une équipe de spécialistes qui travaillent dans des conditions souvent difficiles, sous pression constante, avec des budgets serrés et des délais contraignants. Ces hommes partagent une conviction commune. La forme de l'aile est la clé de tout. Le choix se porte sur une aile delta à 60 degrés de flèche. C'est une décision qui va définir l'identité visuelle et mécanique du Mirage 3 pour les décennies à venir. L'aile delta n'est pas nouvelle en soi, les Américains et les Britanniques l'ont déjà explorée, mais personne n'a encore réussi à en tirer tout le potentiel dans un chasseur de combat opérationnel. L'aile delta offre une surface portante importante pour une masse structurale relativement faible. Elle est excellente à haute vitesse et à haute altitude. Elle simplifie la structure de l'avion, ce qui réduit les coûts de fabrication et facilite la maintenance. Mais elle a aussi ses défauts. Et ils sont sérieux. À basse vitesse, l'aile delta est ingrate. Elle demande des vitesses d'approche et d'atterrissage élevées. Elle est moins maniable dans les combats tournoyants à faible altitude que les ailes conventionnelles. Les pilotes devront apprendre à voler différemment, à exploiter les forces de l'appareil plutôt qu'à lutter contre ses faiblesses. Ce compromis fondamental, accepter certaines limitations pour obtenir des performances supérieures dans d'autres domaines, allait devenir la philosophie même du Mirage 3. Mais ce n'était que le début des problèmes techniques à résoudre. Le cœur du Mirage 3, c'est son moteur, et l'histoire de ce moteur est elle-même une leçon d'ingénierie sous contrainte. Le choix se porte finalement sur le réacteur Snecma Atar 9, un turboréacteur français développé à partir de travaux d'ingénieurs allemands récupérés après la guerre. L'Atar est un moteur robuste, relativement simple,
mais qui demande des années de développement avant d'atteindre sa maturité opérationnelle. Dans sa version définitive pour le Mirage 3, l'Atar 9C produit environ 42 kN de poussée à sec et près de 60 kN avec la post-combustion. Ce n'est pas le moteur le plus puissant de sa génération, mais c'est un moteur fiable, bien adapté aux contraintes opérationnelles des armées de l'air qui rechercheront plus tard cet appareil. Pour compléter les performances en altitude, Dassault prévoit une option originale, un petit moteur fusée SEPR logé dans la queue de l'appareil. Ce propulseur à carburant liquide, utilisant du kérosène et de l'acide nitrique, peut fournir une poussée supplémentaire de plusieurs kilonewtons pendant une courte durée. Il est conçu pour permettre à l'avion d'intercepter rapidement des bombardiers ennemis volant à très haute altitude, une mission prioritaire dans le contexte de la guerre froide. Mais ce moteur fusée est aussi une source de complications. Il est dangereux à manipuler, ses carburants sont corrosifs et toxiques, et les équipages au sol doivent suivre des procédures strictes pour l'entretenir. Dans la pratique, beaucoup d'opérateurs du Mirage 3 choisiront de ne pas emporter ce système en opération, préférant la simplicité à la performance maximale. L'avionique représente une autre dimension du défi. Le Mirage 3 est équipé d'un radar Cyrano, un système de détection et de conduite de tir conçu pour permettre les interceptions par tous les temps. Dans sa version initiale, ce radar est capable de détecter des cibles à une dizaine de kilomètres, une portée modeste par rapport aux standards actuels, mais significative pour l'époque. Il peut également servir de radar de navigation au sol et d'aide à l'approche. L'intégration de ce système dans un fuselage aussi compact représente un véritable exploit d'ingénierie miniaturisée pour les années 50. L'armement prévu comprend 2 canons DEFA de 30 mm intégrés dans le fuselage, des missiles RR à guidage infrarouge Matra R 530 et une variété de bombes et de roquettes pour les missions d'appui-sol. Cette polyvalence est intentionnelle. Dès la conception, le Mirage 3 est pensé non pas comme un spécialiste, mais comme un avion capable de remplir plusieurs rôles selon les besoins, une approche qui explique en grande partie son succès commercial international. Le premier vol du prototype Mirage 3A a lieu le 17 mai 1956. L'appareil est piloté par Roland Glavany, l'un des pilotes d'essai les plus expérimentés de Dassault. Le vol initial est prudent, exploratoire. On teste la stabilité, la réponse aux commandes, le comportement général. Les résultats sont encourageants, mais pas encore spectaculaires. Il faudra encore plusieurs années de développement, de modifications, d'essais intensifs avant que l'avion atteigne ses performances de conception. Le moment décisif arrive le 24 octobre 1958. Ce jour-là, le Mirage 3A franchit officiellement Mach 2 en palier, devenant ainsi le premier avion européen de conception nationale à dépasser cette barrière symbolique. C'est un événement considérable pour la France, une démonstration que l'industrie aéronautique nationale a retrouvé son niveau mondial. Les journaux en parlent avec fierté. L'armée de l'air commande aussitôt une première série de production et le monde commence à regarder ce chasseur français avec un intérêt tout nouveau. La véritable transformation allait venir plus tard, lorsque les autres nations commenceraient à comprendre ce qu'elles avaient devant elles. Dans les années qui suivent, les commandes s'accumulent à un rythme que même les plus optimistes chez Dassault n'avaient pas anticipé. L'Australie, l'Afrique du Sud, la Suisse, l'Argentine, le Liban, le Pakistan, Israël. Ces pays viennent de tous les horizons politiques et géographiques. Ils ont des besoins différents, des doctrines militaires différentes, des environnements opérationnels différents, mais ils convergent tous vers le même appareil. Pourquoi cette unanimité? La réponse tient à plusieurs facteurs qui s'alimentent mutuellement. D'abord, les performances brutes sont incontestablement au rendez-vous. Un avion capable de Mach 2, armé de canons et de missiles, avec une avionique correcte, proposé à un prix compétitif par rapport aux appareils américains ou britanniques équivalents, c'est une proposition commerciale difficile à ignorer. Ensuite, la France adopte une politique de vente pragmatique. Elle accepte de vendre à des pays que les États-Unis refusent d'équiper pour des raisons politiques. Elle propose des transferts de technologie, des accords de maintenance locale, des conditions de paiement flexibles. Marcel Dassault, homme d'affaires autant qu'ingénieur, comprend que la guerre commerciale se gagne aussi avec des arguments non techniques. Mais la vraie validation, celle qui va propulser définitivement le Mirage 3 dans la catégorie des légendes, viendra du feu, elle viendra du désert, elle viendra d'une guerre que tout le monde pensait impossible à gagner aussi vite. Pour comprendre la guerre des 6 jours de juin 1967, il faut comprendre la situation géopolitique d'Israël à cette époque. L'État hébreu, fondé en 1948, est entouré de voisins hostiles. L'Égypte, la Jordanie, la Syrie,
l'Irak maintiennent une pression militaire constante à ses frontières. En 1967, la tension monte jusqu'au point de rupture. L'Égypte de Nasser mobilise ses forces dans le Sinaï, ferme le détroit de Tiran, demande le retrait des forces de l'ONU. La rhétorique guerrière envahit les radios arabes. Les dirigeants israéliens savent que le temps joue contre eux. Ils prennent la décision de frapper les premiers. L'armée de l'air israélienne, la Hail HaAvir, dispose à ce moment d'une flotte d'une soixantaine de Mirage 3 CJ, une version légèrement adaptée aux besoins spécifiques d'Israël. Les pilotes israéliens ont travaillé pendant des mois sur un plan d'attaque d'une précision chirurgicale. Chaque base aérienne ennemie, chaque piste, chaque hangar, chaque dépôt de carburant a été cartographié, analysé, intégré dans une séquence d'attaque coordonnée. La clé de tout est la simultanéité et la surprise. Le matin du 5 juin 1967, à 7h45, les premières vagues d'appareils israéliens frappent les bases aériennes égyptiennes. Les Mirage 3 jouent un rôle central dans les opérations de supériorité aérienne. Volant à basse altitude pour éviter les radars, puis remontant brusquement pour attaquer, ils neutralisent systématiquement les avions ennemis au sol. En moins de 3 heures, l'armée de l'air égyptienne est pratiquement détruite. Sur les quelques 350 avions égyptiens, plus de 300 sont détruits, la grande majorité au sol avant même d'avoir pu décoller. Les pilotes israéliens aux commandes de leur Mirage 3 témoignent d'une confiance absolue dans leur appareil. Le colonel Ran Ronen, l'un des as de l'aviation israélienne, raconte que le Mirage était une machine qui semblait savoir ce que vous vouliez faire avant même que vous l'ayez décidé. C'était un avion qui punissait la médiocrité, mais récompensait le pilote qui prenait le temps de le comprendre vraiment. Dans les combats aériens qui s'ensuivront contre les chasseurs MiG-21 soviétiques fournis aux armées arabes, les Mirage 3 israéliens enregistreront un bilan de victoires aériennes remarquable, avec un ratio estimé à plusieurs dizaines d'appareils ennemis détruits pour des pertes propres minimes. Ces chiffres doivent être nuancés. Les conditions n'étaient pas équivalentes. Les pilotes israéliens bénéficiaient d'un entraînement supérieur, d'une meilleure connaissance du théâtre d'opération et surtout de l'effet de surprise totale lors des premières heures. Le Mirage 3 n'a pas gagné seul cette guerre, mais il en a été l'instrument principal et son image de machine de guerre efficace et redoutable s'est gravée dans les mémoires du monde entier. Ce que personne n'avait prévu, c'est que cette victoire allait aussi, paradoxalement, précipiter la fin de la relation entre la France et Israël. En janvier 1969, le général de Gaulle impose un embargo sur la livraison d'armes à Israël. 50 Mirage 5, une version simplifiée du Mirage 3 commandé et payé par Israël, sont bloqués sur le tarmac de Bordeaux-Mérignac. C'est une décision politique qui provoque la fureur des dirigeants israéliens et qui va avoir des conséquences techniques inattendues. Les services de renseignement israéliens, le Mossad et l'Aman, lancent une opération secrète pour récupérer les plans de construction du Mirage 5. L'agent au cœur de cette opération est Alfred Frauenknecht, un ingénieur suisse travaillant pour la Sulzer AG, un sous-traitant de Dassault. Entre 1968 et 1969, Frauenknecht photocopie des dizaines de milliers de pages de plans techniques et les transmet aux Israéliens. Il sera arrêté en 1969, condamné par un tribunal suisse, mais les plans sont déjà à Tel Aviv. À partir de ces documents, l'industrie aéronautique israélienne va concevoir et construire son propre chasseur, l'IA-I Necher, puis l'IA-I Kafir, des dérivés directs du Mirage dotés de moteurs américains General Electric J79. Cette filiation directe est la preuve la plus éloquente de la valeur du concept original. Quand Israël veut se doter d'un chasseur de conception nationale, c'est du Mirage qu'il part. Pas d'un MiG soviétique, pas d'un F-54 américain, du Mirage. L'histoire du Mirage 3 ne se limite pas au Moyen-Orient. Dans d'autres coins du monde, cet avion français va être engagé dans des conflits très différents avec des résultats qui révèlent à la fois ses forces et ses limites. En Inde, le Mirage 3 est évalué mais finalement non retenu, l'Inde lui préférant le MiG-21 soviétique dans un contexte de non-alignement politique. En Afrique du Sud, les Mirage 3 sont engagés dans de nombreuses opérations contre des mouvements de guérilla en Angola et en Namibie tout au long des années 70 et 80. Les pilotes sud-africains apprennent à exploiter les capacités de l'appareil dans un contexte d'air combat à basse et moyenne altitude, développant des tactiques originales adaptées à l'environnement africain. Mais c'est en Amérique du Sud que le Mirage 3 connaîtra son autre grande épreuve du feu. En 1982, lors de la guerre des Malouines qui oppose l'Argentine au Royaume-Uni, les pilotes argentins volant sur Mirage 3 et Dagger, un dérivé du Necher israélien, affrontent les Sea Harrier britanniques et les systèmes de défense anti-aérienne de la Royal Navy. Les résultats sont mitigés. Les Mirage 3 argentins opèrent à l'extrême limite de leur rayon d'action, souvent sans possibilité de s'attarder sur zone en cas de combat. Leur bilan dans les combats air-air contre les Sea Harrier est défavorable.
plusieurs Mirages étant abattus par des missiles Sidewinder ou par la défense antiaérienne de la flotte. Ces revers au Malouine révèlent une limite structurelle du Mirage 3 que les ingénieurs avaient toujours connue, mais que les succès antérieurs avaient parfois masqué. Cet avion est conçu pour la haute performance en vitesse et en altitude, pas pour les combats tournoyants à basse vitesse et à courte portée. Face à un appareil aussi avancé que le Harrier et à des pilotes bien entraînés, le Mirage 3 se retrouve dans un environnement tactique défavorable. Pour un chasseur conçu 25 ans plus tôt, ce n'est pas une déception, c'est simplement la réalité du progrès technologique. Pour l'armée de l'air française elle-même, le Mirage 3 représente une décennie de service intensif qui transforme profondément la doctrine et la culture de l'aviation militaire nationale. De 1961 à la fin des années 70, le Mirage 3C constitue un élément essentiel de la défense aérienne française. Il est déployé dans les escadrons de chasse basés en métropole, en Allemagne, dans le cadre de l'OTAN et dans les territoires d'outre-mer. Les pilotes français qui ont volé sur Mirage 3 témoignent unanimement d'un avion exigeant qui demande un pilotage précis et attentif, mais qui offre en retour des sensations de vol extraordinaires. Le lieutenant-colonel Pierre Klosterman, as de la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale, devenu ensuite député et ambassadeur de l'aviation française, décrit le Mirage 3 comme un avion qui exige tout de son pilote mais qui, en échange, lui donne l'impression de tenir la foudre entre ses mains. Cette métaphore capture quelque chose d'essentiel dans la relation entre les pilotes et cette machine. La version de reconnaissance, le Mirage 3R, équipé de caméras intégrées remplaçant le radar, est particulièrement apprécié. Grâce à sa capacité à parcourir de longues distances à grande vitesse, il devient un outil de renseignement précieux, fournissant pendant de nombreuses années des photographies aériennes qui alimentent les états-majors. La version d'entraînement biplace, le Mirage 3B, permet de former des générations de pilotes à l'architecture Delta particulière de l'appareil. Les pilotes passent des centaines d'heures dans ces avions d'entraînement à maîtriser les caractéristiques de l'aile Delta avant de prendre les commandes du monoplace opérationnel. Cette approche pédagogique contribue à maintenir un niveau de sécurité satisfaisant malgré la complexité de l'appareil. Du point de vue industriel et commercial, le succès du Mirage 3 mérite une analyse distincte, tant il est remarquable pour un pays qui, 15 ans auparavant, peinait encore à reconstruire son industrie aéronautique. Au total, plus de 800 Mirage 3 et ses dérivés directs seront construits et vendus à plus d'une vingtaine de pays. Ce chiffre ne comprend pas les appareils construits sous licence ni les dérivés non officiels comme les versions israéliennes et brésiliennes. Pour l'État français en termes de revenus et pour la France gaulienne qui cherche à s'affirmer comme une puissance indépendante sans dépendre ni du camp américain ni du camp soviétique, le Mirage 3 représente un succès stratégique majeur sur le plan diplomatique. Ce succès commercial finance directement le développement des générations suivantes, Dassault Mirage F1, Dassault Mirage 2000, puis plus tard Dassault Rafale. Sans les revenus générés par le Dassault Mirage 3, il est probable que la France n'aurait pas eu les moyens de maintenir sur le long terme une industrie aéronautique militaire de niveau mondial. Dans ce sens, le Mirage 3 ne fait pas seulement gagner des guerres, il préserve aussi la capacité industrielle d'une nation à rester souveraine dans le domaine militaire. Mais ce n'était pas seulement une histoire de chiffres et de contrats, c'était aussi une histoire de prestige, d'influence et d'une certaine idée du rôle de la France dans le monde. Il serait malhonnête de raconter l'histoire du Mirage 3 sans évoquer les controverses et les nuances que l'enthousiasme parfois excessif a pu masquer. Le mythe de l'invincibilité du Mirage 3 s'est surtout forgé pendant la guerre des 6 jours et mérite d'être nuancé. Si les résultats obtenus en juin 1967 sont incontestables, ils doivent être replacés dans leur contexte précis. La supériorité israélienne en juin 1967 tenait autant, voire davantage, à la qualité de la planification opérationnelle, à l'entraînement des équipages et à l'effet de surprise totale qu'aux seules qualités intrinsèques du Mirage 3. Un avion, aussi bon soit-il, ne gagne pas une guerre à lui seul. De même, la performance décevante pendant la guerre des Malouines doit être analysée avec équité. Les pilotes argentins opéraient dans des conditions extrêmement difficiles, à la limite absolue de leur rayon d'action, sans ravitaillement en vol disponible face à une flotte britannique équipée de missiles ARR de nouvelle génération. Attribuer ces résultats aux seules insuffisances du Mirage 3 serait injuste pour l'appareil. La vérité, comme toujours dans l'histoire militaire, est plus nuancée. Le Mirage 3 est un excellent avion pour son époque.
bien conçu, bien construit et fondé sur des compromis intelligemment pensés. Il n'est pas la machine parfaite et invulnérable que certains récits ont voulu décrire. Il est quelque chose de plus intéressant, un avion qui révèle, à travers ses succès comme ses limites, la logique profonde de la conception aéronautique française des années 50 et 60. Le dernier Mirage 3 encore en service actif n'a quitté les inventaires opérationnels qu'au début des années 2000 dans certaines forces aériennes d'Amérique latine. Plus de 40 ans de service pour un avion dont personne, en 1954, ne voulait financer le développement. C'est une longévité qui force le respect. Aujourd'hui, des Mirage 3 sont exposés dans des musées à travers le monde. À Mérignac, berceau de leur construction, à l'aéroport de Paris-Le Bourget, temple de l'aviation française, à Yad Lachirion, en Israël, où ils trônent comme témoins silencieux d'une victoire que personne n'oubliera. On en trouve aussi dans des collections privées en Suisse, en Australie et en Afrique du Sud. Partout où ces appareils reposent, ils portent avec eux une part de l'histoire du 20e siècle. Il y a quelque chose de presque mélancolique dans ces fuselages immobiles, dans ces ailes delta figées pour l'éternité dans un musée. Des machines nées pour la vitesse, pour l'altitude, pour ce vide bleu où le ciel devient presque noir, condamnées à rester au sol pour toujours. Mais peut-être est-ce aussi cela, la grandeur d'un grand avion, avoir tellement marqué son époque que, même immobile et silencieux, il continue de raconter une histoire que les générations suivantes ne se lasse pas d'entendre. Le Dassault Mirage 3 n'est pas seulement un avion, c'est la preuve qu'une nation, avec suffisamment de volonté, de talent et d'audace, peut décider de jouer dans la cour des plus grands et d'y rester. C'est la démonstration qu'un compromis bien pensé vaut parfois mieux que la perfection sur le papier. Et c'est surtout le témoignage d'une époque où des hommes croyaient encore que la technologie pouvait changer le cours de l'histoire. Elle le pouvait, elle l'a fait. Et pour ceux qui étaient là, dans le cockpit, dans les hangars ou simplement au sol à regarder ces silhouettes en delta déchirer le ciel du matin, cette certitude ne s'est jamais effacée.